Dans cette vidéo, nous allons voir une deuxième structure de contrôle, qui sont les itérations. Alors, à quoi va servir cette nouvelle structure de contrôle? Supposons par exemple qu'on veuille afficher le carré des 5 premiers entiers, comme ici. On pourrait évidemment obtenir ce résultat en utilisant 5 instructions d'affichage, mais en fait, dans un tel cas, on peut, et je dirais même on doit, utiliser une itération ou ce qu'on appelle une boucle for. Et en fait, ce code va produire cet affichage en itérant ou en bouclant sur cette instruction d'affichage. Et je vais détailler ce code pour pouvoir expliquer pourquoi. Une boucle for commence tout simplement avec le mot-clé for. Vient ensuite une initialisation et une déclaration d'une variable de type int qui sera exécutée qu'une seule fois et avant d'entrer dans la boucle. Vient ensuite quelque chose que vous pouvez reconnaître, puisqu'il s'agit d'une condition et que vous avez déjà vu lors de la vidéo sur les branchements conditionnels. Et cette condition sera testée avant l'exécution de chaque tour de boucle. Si elle est fausse, on va sortir de la boucle. Vient ensuite ce qu'on appelle une incrémentation. Je vous rappelle que l'opérateur ++ appliqué sur la variable i est équivalent à écrire l'instruction i égale i plus 1, et ça va donc ajouter 1 à la variable i. Cette incrémentation va être exécutée à la fin de chaque tour de boucle, et ça permet de changer la valeur de la variable considérée par la boucle for. Notez au passage que la déclaration et l'initialisation, la condition et l'incrémentation sont séparées par des points-virgules et sont entre parenthèses. Puis vient ce qu'on appelle un bloc d'instructions qui constitue le corps de la boucle et qui contient les instructions qui vont être répétées ou exécutées à chaque tour de boucle. Comme pour le if, les accolades ne sont obligatoires pour ce bloc d'instructions que si plusieurs instructions doivent être répétées. S'il n'y a qu'une seule instruction, comme c'était le cas ici, je ne suis pas obligé d'utiliser des accolades, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de mettre d'accolade ici, au début du bloc et à la fin du bloc. Mais comme pour le if, il est conseillé de garder ces accolades, et c'est ce que j'ai fait dans l'exemple précédent. Je vais maintenant détailler pas à pas l'exécution de mon premier exemple de boucle for. Ma boucle for commence ici, avec la déclaration et l'initialisation d'une variable i, qui sera donc initialisée ici à la valeur 0, et qui va servir à contrôler le nombre de tours de boucle. On va ensuite tester la condition i inférieure à 5. I vaut 0, 0 est inférieur à 5, cette condition est donc vraie, et on va continuer donc dans le corps de la boucle. Continuer dans le corps de la boucle, ça veut dire exécuter cette instruction-ci, qui va simplement faire un affichage, donc afficher le carré de en suivi de la valeur de i, c'est-à-dire 0, suivi de vaut, et suivi de la valeur de l'expression i fois i, c'est-à-dire tout simplement 0. C'est la seule instruction dans le corps de la boucle. La boucle va maintenant boucler et revenir ici. Et l'instruction d'incrémentation va maintenant être exécutée, c'est-à-dire qu'on va exécuter ++i, qui va faire que i va passer de la valeur 0 à la valeur 1. Ensuite, on va tester de nouveau la condition i inférieur à 5. I vaut 1, 1 est aussi inférieur à 5. Cette condition est donc toujours vraie. Et de nouveau, on va continuer dans le corps de la boucle, avec cette fois-ci i qui contiendra la valeur 1. Continuer dans le corps de la boucle, ça veut dire exécuter cette instruction-ci.
qui va simplement afficher le carré de E, suivi de la valeur de I, c'est-à-dire maintenant 1, suivi de VO, et suivi de la valeur de l'expression I fois I, qui vaut cette fois-ci tout simplement 1. On va de nouveau boucler, c'est-à-dire revenir ici, et exécuter l'opération d'instruction d'incrémentation, c'est-à-dire que I va passer de la valeur de 1 à 2. Et ainsi de suite. À un moment donné, I va valoir 4, et on va exécuter l'instruction d'incrémentation qui va faire que I va passer de la valeur 4 à la valeur 5. Ensuite, la condition I inférieur à 5 va être testée. 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Et donc, maintenant, cette condition va devenir fausse. Et comme elle est fausse, on va sortir de la boucle. Sortir de la boucle, ça veut dire continuer en exécutant les instructions qui sont après la boucle. Notez au passage que la variable i qu'on avait déclarée au début de la boucle ne peut plus être utilisée après la boucle. La variable i n'existe que dans le corps de la boucle, c'est-à-dire ici. La boucle for suit donc la syntaxe suivante. Tout d'abord, le mot-clé for, puis entre parenthèses, la déclaration et l'initialisation d'une variable, qui n'est pas forcément de type int, puis vient une condition qui a priori devrait porter sur cette variable, même s'il n'y a aucune obligation, et une incrémentation qui, elle aussi, devrait porter sur cette variable. Puis vient un bloc d'instructions qui constitue les instructions qui seront répétées par la boucle. Alors je vous rappelle que les trois éléments à l'intérieur des parenthèses de la boucle for sont séparés par des points-virgules et qu'il n'y a pas de point-virgule ici. La boucle for répète les instructions qui sont dans le bloc tant que la condition ici est vraie. Si la condition ne devient jamais fausse, ces instructions seront répétées indéfiniment. Alors notez au passage qu'en C++ 2011, il existe une autre forme de boucle for que nous verrons au moment de cours sur les tableaux. Continuons avec un nouvel exemple de boucle for. Supposons que je veuille afficher la table de multiplication par 5. Si je n'utilise pas de boucle for, je serai obligé de répéter quasiment 10 fois la même instruction, c'est-à-dire cette instruction-ci, qui affiche 5 multiplié par 1 vaut 5 fois 1, suivi de l'instruction 5 multiplié par 2 vaut 5 fois 2, etc. jusque 5 multiplié par 10 vaut 5 fois 10. Dans un cas comme celui-là, il faut utiliser une boucle for pour éviter cette répétition. Cette boucle for va s'écrire ainsi. J'ai initialisé la variable qui va me servir à contrôler le nombre de tours de boucle, cette fois-ci à 1. Comme condition, je vais utiliser la condition i inférieur ou égal à 10. Et je vous rappelle que le symbole inférieur ou égal se note avec le caractère inférieur suivi du caractère égal. Donc avec cette initialisation à 1, avec la condition i inférieur ou égal à 10 et avec l'incrémentation à chaque tour de boucle de i va prendre cette fois-ci les valeurs de 1 à 10. Le corps de la boucle va s'écrire de cette façon-ci, c'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, je vais afficher la valeur de i ainsi que la valeur de l'expression 5 fois i. Et donc, cette boucle for va me permettre d'afficher la table de multiplication par 5. Le bloc d'instructions répété par une boucle for peut contenir n'importe quelle instruction, par exemple un branchement conditionnel. Voici donc un quiz avec un branchement conditionnel dans une boucle for. À votre avis, qu'affiche ce code quand on l'exécute? Alors la bonne réponse est la réponse A, et nous allons détailler pourquoi. Tout d'abord, vous pouvez constater que i va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4.
Au premier tour de boucle, i va donc valoir 0. Cette instruction va donc afficher la valeur de i, c'est-à-dire 0. Et faites attention, il n'y a pas de retour à la ligne ici. Et donc la prochaine chose qui sera affichée s'affichera ici, c'est-à-dire juste après le 0. Ensuite, on passe au branchement conditionnel ici, qui teste si i modulo 2 est égal à 0. C'est-à-dire si le reste de la division de i par 2 est égal à 0. Comme i vaut 0, il se trouve que cette condition est vraie. Et donc, on va exécuter l'instruction qui est à l'intérieur du branchement conditionnel, c'est-à-dire afficher P. On sort ensuite du branchement conditionnel, on arrive ici, et on va afficher donc un espace que je vais représenter comme ceci. On arrive à la fin de la boucle, on va donc répéter la boucle, avec cette fois-ci i qui prendra la valeur 1. Cette instruction va être exécutée une nouvelle fois avec i qui vaut 1. On va donc afficher 1. Ensuite, on passe au branchement conditionnel qui teste si le reste de la division de 1 par 2 est égal à 0. Il se trouve que maintenant, c'est faux, puisque 1 modulo 2 est égal à 1, qui est donc différent de 0. On va sauter cette instruction et passer directement à cette instruction-ci, et afficher un espace, etc. Et vous pouvez constater que le code va bien afficher ce que donnait la réponse A, c'est-à-dire ceci. Je peux maintenant poser une question subsidiaire et vous demander si vous pouvez indiquer avec des mots ce que fait ce branchement conditionnel-ci. Mathématiquement, il teste si le reste de la division de i par 2 est égal à 0. Avec des mots, j'aurais pu dire est-ce que i est pair, tout simplement. Donc cette condition teste est-ce que i est pair.